Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui encore, ça va être un update lecture, mais un update un petit peu particulier, puisque je vais aujourd'hui faire le bilan de mon week-end à 1000. Il y a peu de temps, je vous partageais la pile de livres que je comptais lire pour le week-end à 1000, qui est un challenge littéraire organisé par Lily de la chaîne et du blog Lily Bookin, qui consiste à partir du vendredi 19h jusqu'au dimanche minuit à faire son maximum, à lire à fond les ballons, à se plonger pleinement dans la littérature pour avoir lu au dimanche minuit 1000 pages. La grande question maintenant est, ai-je réussi ou non ce challenge auquel je participais pour la seconde fois, ou alors ai-je complètement foiré? On va savoir ça sans plus tarder en commençant tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. Il s'agit de Sacrée sorcière de Roald Dahl, paru aux éditions Folio Junior. Alors Roald Dahl, c'est un auteur que j'aime énormément. J'ai lu 3 de ses livres, sans compter celui-ci pour l'instant, Charlie et la chocolaterie, L'ascenseur de verre et Mathilda, qui ont été 3 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, et je me suis mise en tête de lire tous les livres de cet auteur. À la bibliothèque, j'étais tombée sur celui-ci et je m'étais dit pourquoi pas. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Vous trouverez bien évidemment le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. À l'heure où je vous filme cette vidéo, je ne sais pas encore s'il a fait le bilan de son week-end à 1000 ou non. En tous les cas, si c'est le cas, vous trouverez également le lien vers sa vidéo dans la barre d'infos. Je vous invite vivement à aller faire un tour sur sa chaîne qui est top. On referme cette parenthèse publicité pour en revenir au livre. Pour vous résumer rapidement l'histoire, dans ce livre, on est à notre époque actuelle, mais il se passe quelque chose d'un petit peu particulier, puisque les sorcières ne sont pas des êtres imaginaires, mais elles existent réellement. Attention, vous n'allez pas croiser dans la rue une fille avec un balai entre les jambes, un chapeau pointu, des doigts crochus. C'est des filles qui ressemblent à n'importe quelle dame, à n'importe quelle femme. Seulement, elles se liguent entre elles pour supprimer les enfants de la surface de la Terre. Elles ne supportent pas les enfants et elles ont décidé complètement de les éradiquer. C'était sans compter sur notre narrateur qui est au courant de tous leurs plans machiavéliques, puisque sa grand-mère, qui est norvégienne, connaît très bien les sorcières et il est prêt à tout pour contrecarrer leurs plans. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Dès les premières pages, on ressent l'écriture de Roald Dahl qui est à la fois complètement folle et complètement captivante. On a envie de savoir la suite, c'est très addictif, c'est un livre très prenant qui m'a fait rire aux éclats. J'ai tout simplement adoré. On a des personnages attachants, on a une histoire vraiment bien structurée, même si j'ai pas eu le coup de cœur, puisqu'il y a un petit truc que moi je vois comme une incohérence qui m'a trotté dans la tête toute la nuit. Mais voilà, c'était frais, c'était du Roald Dahl, c'était hilarant, ça fait plaisir à lire. Je dois tout simplement ajouter un petit bémol, qui est que là, je l'ai lu à 20 ans, donc ça m'a pas fait vraiment l'effet désiré, mais je pense qu'un enfant de 6-7 ans qui lit ce livre aura un petit peu la trouille, puisqu'il y a des passages que j'ai trouvé quand même un petit peu glauques, un peu morbides. Moi-même à 20 ans les lisant, je me suis dit oulala, si j'avais 7 ans que j'avais lu ça, je pense que je n'en aurais tout simplement pas dormi de la nuit. La 4e de couverture décrit ce livre comme un livre indispensable pour apprendre à se défendre contre les sorcières. Une histoire grinçante qui vous fera frissonner tout en vous faisant mourir de rire. Et je trouve que cette description est tout à fait appropriée à ce livre, que je vous invite grandement à découvrir. En tous les cas, pour ma part, j'ai hâte de découvrir les autres livres de Roald Dahl. Ça, c'est une chose sûre et certaine, je vais poursuivre la découverte de cet auteur. J'ai ensuite enchaîné avec une découverte d'un auteur pendant qu'on en parle. Il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, paru ici aux éditions Flammarion. Je pense que bien évidemment vous avez entendu parler de Mathias Malzieu, c'est un auteur qui fait beaucoup parler de lui, notamment pour son écriture qu'on dit très poétique, magnifique, sublime, un auteur qu'il faut absolument découvrir. Bon, bien évidemment, il n'en fallait pas plus, ça m'a intriguée et je me suis plongée dans ce livre aussi et je dois dire que je rejoins les avis. L'écriture de Mathias Malzieu est tout simplement magnifique, elle m'a donné des frissons, elle est très poétique. Voilà, c'est une écriture qui vous touche en plein cœur, c'est tout simplement sublime, même si j'ai pas eu le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu pour ce livre. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on est en Écosse, à Édimbourg, en 1874, et c'est le jour le plus froid du monde. Il fait un froid pas possible, et c'est le jour où Jack va naître. Seulement des suites de... Oula, pardon, j'ai perdu ma voix pendant quelques secondes. Des suites de ce froid glacial, Jack va avoir le cœur gelé et donc la sage-femme qui va l'accoucher, le docteur Madeleine, va décider de greffer une horloge sur son cœur. Il va donc devoir vivre toute la vie avec cette horloge et ça comprend un certain nombre de choses, notamment le regard des autres face à cette différence, mais aussi le fait qu'il ne peut pas tomber amoureux, les risques que l'horloge casse et donc qu'il meurt.
Seulement voilà, l'amour n'est pas une chose qui se contrôle et Jack ne va bien évidemment pas pouvoir résister aux risques et périls à l'appel de l'amour. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très beau, très poétique. C'est un livre très imagé sur des thèmes vraiment très lourds, très importants. La différence, le harcèlement, la lutte contre la discrimination, l'amour, des amours impossibles, des amours compliqués. Voilà, j'ai pas de mots à mettre sur ce livre si ce n'est qu'il est touchant, qu'il est magnifique et bien évidemment Matthias Maltschulz est une plume à découvrir. Je pense qu'il y a certains moments où je trouvais que c'était un petit peu trop imagé pour moi, mais j'ai tout de même passé un très beau moment. C'est féerique, c'est poétique, ça vous envoûte, c'est tout simplement magnifique et j'ai très envie de découvrir le film d'animation qui a été tiré de ce livre et bien évidemment de partir à la découverte de d'autres œuvres de Matthias Maltschulz qui assure bien évidemment une évasion dans un pays complètement lointain et un monde juste magique, juste féerique. Et ce livre a tellement de symbolique. Ce livre nous montre, voilà, parfois on a envie de rester un enfant toute sa vie, on a envie que nos enfants également restent des enfants, ne grandissent pas, puisque dans ce cas-là, c'est la boucle infernale en fait, nous vieillissons. Et c'est tellement plein d'autres sujets que je ne peux pas vous révéler, mais c'est touchant en plein cœur. Donc bien évidemment, je vais vous dire qu'une chose, c'est partir à la découverte de Matthias Maltschulz et lisez en tous les cas au moins La mécanique du cœur qui est tout simplement magnifique. On part dans un tout autre contexte, dans un tout autre genre, avec La valise d'Anna de Karen Levin, paru aux éditions Flammarion. Alors ce livre est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une histoire vraie. On va naviguer entre le Japon des années 2000 et la Tchécoslovaquie des années 1940. On est dans les années 2000, au Japon. Le Japon commence à s'intéresser au devoir de mémoire et notamment à la Shoah. Uniquement dans les années 2000. Il y a quelqu'un qui va donc avoir l'idée de construire un monument en la mémoire des personnes décédées des suites de la Shoah, des suites de cette catastrophe planétaire, des suites de cette ignominie, des suites, voilà, de toutes ces choses affreuses qui ont pu se dérouler durant la Seconde Guerre mondiale et que l'on connaît bien. Seulement voilà, dans ce musée, ce serait bien d'avoir quelques petites choses, quelques petites reliques. On va suivre Fumiko, qui décide donc de contacter pas mal de musées dans le monde pour pouvoir recevoir ne serait-ce qu'une petite chose qui appartienne à cette histoire. Et finalement, elle va recevoir d'un musée de Tchécoslovaquie une valise sur laquelle il est uniquement écrit Anna Brady, orpheline. Elle n'en sait pas plus et elle va créer un groupe avec des jeunes qui vont essayer de retracer l'histoire de cette fameuse Anna, l'histoire de cette fameuse valise. Elle va voyager dans le monde et avec elle, on va suivre l'histoire de cette petite fille dont la vie a été bouleversée par des événements tout simplement horribles. C'est une histoire prenante, c'est une histoire touchante, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Ce livre est ponctué de photos et je trouve que ça rend le livre d'autant plus poignant, d'autant plus touchant. Pour moi, c'est un livre qui fait parfaitement partie du devoir de mémoire et que tous les enfants devraient lire. Il est très bien fait, il est très bien écrit, ça explique très bien la Seconde Guerre mondiale. Voilà, toutes les horreurs qui ont pu être commises, comment un pays a pu tomber entre les mains du nazisme, la déportation, etc. Mais on voit ça du point de vue d'une enfant et voilà, c'est un énorme coup de cœur, ça m'a touchée. On a des personnes qui se sont battues et ça montre à quel point la jeunesse est responsable du devoir de mémoire. C'est vraiment une responsabilité énorme. Elle doit se souvenir et elle doit faire en sorte vraiment de maintenir ce souvenir pour que ça ne recommence pas dans les années à venir, pour qu'on garde en mémoire ces atrocités et qu'on sache qu'il ne faut pas recommencer. Et voilà, je sais que mon résumé, je sais que la manière dont j'en parle ne va pas vraiment desservir comme il le mérite ce livre. C'est toujours très compliqué lorsqu'on a un coup de cœur de vendre un livre comme ça, d'essayer de vous donner envie, puisque de toute manière je sais très bien que j'aurai toujours l'impression que tout ce que je vais en dire ce ne sera bien évidemment pas à la hauteur. Mais si vous vous intéressez un tant soit peu à l'histoire avec un grand H, notamment la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est un livre que vous devez découvrir. L'histoire d'Anna est bouleversante, des personnes comme Fumiko sont tout simplement incroyables. Et voilà, encore une fois, quand j'en parle, c'est un livre qui m'émeut, c'est un livre qui m'a mis les larmes aux yeux, qui m'a serré la gorge, qui m'a serré le cœur. C'est un livre poignant, c'est un livre magnifique, écrit avec simplicité, c'est tout simplement un récit de vie, c'est un récit de mémoire, c'est un récit qui est là pour montrer que la jeunesse a un devoir, et c'est un récit qui est là pour faire le devoir
de mémoire, qui est une chose, voilà, vous savez sûrement que je chéris beaucoup, que je prends vraiment très à cœur. Et tout le long du livre, on a envie de découvrir la vie de Anna Brady. On a un espoir toujours qu'elle soit en vie, que tout s'arrange pour le mieux. Et on est avec Fumiko, on est dans cette recherche et on espère, et je comprends parfaitement la passion qu'elle a pu avoir pour cette histoire. Et c'était vraiment une passion incroyable qu'elle a eue pour la vie de cette petite fille. Et voilà, à la fin, on a un témoignage, une lettre venant d'un proche, je ne peux pas en dire plus. Et voilà, ça m'a fait couler quelques larmes et j'ai trouvé ça tout simplement magnifique. Et la passion que certaines personnes ont, je la trouve magnifique et incroyable. Donc voilà, si dans tous les livres que j'ai pu découvrir durant le week-end d'Anil, il y a un livre qu'il faut absolument que vous découvriez, ce serait bien La valise d'Anna de Karen Levin, paru aux éditions Flammarion. Je ne vais pas en dire plus puisque, comme je vous le disais, j'ai l'impression que ce que je dis n'est vraiment pas à la hauteur de la beauté de ce livre. J'ai ensuite enchaîné avec Voilà pourquoi les vieillards sourient de Marie-Sophie Dermot, paru aux éditions du Rouergue. Alors ce livre-là m'avait tout de suite attiré pour son format, déjà qui est tout mini, parfait pour le week-end d'Amil, mais pour son titre que je trouvais très très poétique. Et voilà, moi ça me promettait un moment cosy, un moment cocooning, une histoire très poétique, et finalement ça a été une déception plus qu'autre chose. Dans ce livre, on va suivre le personnage d'Harold qui vit avec son grand-père, qu'il a surnommé Grump. Ses parents sont décédés lorsqu'il était petit, donc il a toujours vécu avec son grand-père, sa grand-mère dans la ferme. Sa grand-mère est décédée il y a quelques temps. Il y a Joseph qui vit avec eux aussi, qui est un ami de son grand-père, qui l'aide dans pas mal de travaux, qui fait la cuisine, etc. Seulement voilà, la vie a avancé, son grand-père va partir en maison de retraite et Harold, quant à lui, va partir aux États-Unis. C'est le jour du déménagement, au fur et à mesure que le soleil bouge, et bien les heures avancent. Et l'heure fatidique va bientôt arriver, ils vont devoir partir. Mais avant de partir, il y a quelques secrets de famille qui doivent être dévoilés, qui doivent être révélés, qui ne demandent qu'à sortir, puisque ce grand-père et ce petit-fils vont désormais se séparer, leurs routes vont s'éloigner, et s'il y a un moment où il faut que ça sorte, c'est maintenant. Et voilà, c'est toute l'histoire de ce secret de famille dans ce livre aussi. En tous les cas, c'est ce que j'en croyais, puisque la première moitié du livre, on ne parle absolument pas de ça. On parle simplement du déménagement, etc. etc. J'ai trouvé ça un petit peu long. Arrivé à la moitié, on parle enfin du secret de famille, donc là ça a commencé à m'intéresser. J'avais envie de savoir la suite, et finalement je trouve que ça a été vite bâclé. Et on finit avec une fin qui pour moi n'est absolument pas une fin qui reste ouverte, et je suis complètement anti-fin ouverte. C'est une chose qui me frustre énormément, et ça n'a pas loupé avec ce livre aussi. J'avais encore pas mal de questions qui restaient en suspens et auxquelles je n'avais pas les réponses, malgré une écriture que j'ai trouvée quand même très belle, une très belle relation grand-père-petit-fils, un très beau livre sur les secrets de famille qui mérite d'être dévoilé, puisque ça peut quand même briser des relations, et ça laisse des tabous, ça laisse des blancs, et ça peut vraiment parfois détruire des familles. Là, j'ai trouvé que ça n'a pas été franchement très bien amené, que ça a été trop rapide, que la fin pour moi n'était pas une fin. Pourtant, on avait des personnages qui étaient assez attachants, on avait une histoire qui aurait pu, si elle avait été plus développée, puisque là c'est un livre qui fait quand même à peine 130 pages, être vraiment une très bonne histoire et un très bon roman selon moi, mais voilà, c'est complètement passé à côté malheureusement. Et pour terminer le week-end d'Amil, j'ai lu 50 pages de Les deux écoles de Yves Violier, paru aux éditions Libra Diffusio. Alors avec ce livre-ci, ça a été un gros flop également, puisque j'ai abandonné ce livre. Je n'ai lu que 50 pages et je l'ai abandonné. C'est une chose que je ne fais pas souvent, j'ai l'impression de faire un sacrilège, je m'en excuse, mais je n'ai absolument pas adhéré à ce livre. Pour vous résumer l'histoire, on commence en 1984, les manifestations pour l'école libre, et ensuite je ne sais absolument pas où on part. On part dans les années 14, on part dans les années 1910, on parle d'un curé, on parle de quelqu'un d'autre, et j'étais tout simplement paumée. Je ne savais plus où on était, je ne suivais pas, le vocabulaire par moments je ne le comprenais pas, j'avais l'impression de lire un livre dans une langue étrangère, limite parfois je lis en anglais, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe, il y avait des retours dans le passé, et pas forcément de retour dans le futur, toutes les 2 pages sans prévenir, je ne sais pas ce qui se passe, alerte rouge.
voilà, ça m'a tout simplement gonflé et j'avais pas envie de me prendre la tête sur un livre. Quand je lis, c'est pour me détendre, c'est pour passer un bon moment et c'est pas pour essayer de comprendre à quelle époque je suis, avec quel personnage, qu'est-ce que lui il a à être lié avec lui. Voilà, c'est un livre qui m'intéressait beaucoup puisque ça parlait de l'histoire de l'éducation, ça parlait de l'enfance, ça parlait de l'école. L'histoire avec un grand H, donc bien évidemment c'est un livre qui m'a interpellée, qui m'a attirée, mais là je suis passée complètement à côté, mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'en ai terminé pour cette vidéo. Maintenant, voici venu le temps du bilan. La grande question, ai-je réussi ou non à atteindre les 1000 pages avec tous ces livres que j'ai pu lire durant le week-end d'Anil? Eh bien non, pour la seconde fois, j'ai foiré ce challenge et j'ai lu 756 pages sur 1000. Je trouve toutefois que c'est un bon chiffre et je pense que le principal c'est de passer de très bons moments en compagnie de très belles lectures et pour ma part ce fut le cas. Je vous invite grandement à rejoindre la page du week-end d'Anil, à faire les prochaines sessions si c'est un challenge qui vous tente. C'est le partage, c'est l'ambiance avant tout et je pense que c'est plus important que de réussir à lire 1000 pages, à faire une overdose. En tous les cas, pour ma part, j'ai passé un très bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais bien évidemment plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.